Je suis aussi très impressionnée, donc bon. Et je souhaite remercier vraiment chaleureusement tous les membres du jury d'avoir choisi de nous attribuer ce prix et de récompenser notre travail. C'est pour moi, et j'imagine pour Bernard aussi, on le verra tout à l'heure, un grand honneur de recevoir cette distinction. J'en profite également pour remercier Bernard pour sa confiance, son aide et la qualité des discussions qu'on a eues autour de ses recherches. Je vais être brève puisque l'appel de l'appétit doit commencer à se faire sentir. L'innovation, on a travaillé sur l'innovation et la recherche responsable, plus particulièrement d'ailleurs sur la recherche responsable. Qu'est-ce que la responsabilité dans la recherche ? Alexei Grimbaum, tout à l'heure, nous en a présenté des aspects. C'est très bien, ça va me permettre d'aller plus rapidement. Donc très schématiquement, dans l'ouvrage, nous revenons précisément sur les différentes définitions, mais là, schématiquement, on peut en distinguer deux. Une qui a été plutôt promue par la Commission européenne, qui repose sur 5-6 piliers, il y en a eu d'autres ensuite, que Alexei nous a rappelé tout à l'heure. J'en citerai quelques-uns. La parité homme-femme, c'est-à-dire qu'une recherche responsable est une recherche qui respecterait la parité homme-femme, qui permettrait l'alphabétisation, l'éducation scientifique, qui serait ouverte, c'est-à-dire au sein de laquelle la circulation des informations est permise, et qui repose sur une gouvernance éthique, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs à ce moment-là, et qui respecte un certain nombre de normes éthiques. Bon. Donc on a une liste très diverse, un peu hétéroclite, de différents degrés de normes. On a une autre définition que Alexei Grimbaum a rappelée, qui repose plutôt sur des concepts procéduraux et qui va définir la recherche responsable comme une recherche qui permettrait l'engagement des parties prenantes. Ça faisait aussi partie des critères de la Commission européenne, qui permet la capacité de réponse, responsiveness, donc je reviendrai là-dessus rapidement. L'anticipation est quelque chose qui me semble essentiel, sur lequel je reviendrai aussi un tout petit peu, c'est la réflexivité, c'est-à-dire la capacité d'être conscient de ces cadres de pensée et de les remettre en cause. Et ce qui permet éventuellement ce saut moral où le jugement qu'on avait initial, qui peut être aussi un jugement réfléchi, va se modifier. Alors, à partir de là, notre ouvrage est né d'un constat, c'est que l'innovation et la recherche responsable ne s'étaient pas créées ex nihilo, ne sortaient pas de nulle part, et on a voulu faire le lien avec quelque chose qui a été peu regardé, c'est l'évaluation éthique. Autant la filiation avec l'évaluation participative, l'évaluation technologique participative avait été étudiée dans le cas de l'IRR, mais pas tant l'évaluation éthique. Et donc, on s'est penché sur les processus d'évaluation de la Commission européenne. C'est ce que décrivait M. Sicard tout à l'heure. Comment la Commission européenne évalue, d'un point de vue éthique, les projets scientifiques qu'elle finance. Donc, il y a toute une liste de normes à respecter qui concernent les expériences sur les êtres humains. Je ne vais citer que quelques domaines. Les expériences sur les animaux, l'utilisation ou non de cellules souches, par exemple la sécurité, mais aussi des choses qui sont dans les critères de la Commission européenne, de la RRI, c'est-à-dire la parité homme-femme ou la circulation des connaissances scientifiques. Bon. De notre point de vue, l'ennui de ces évaluations éthiques, si elles sont tout à fait nécessaires et essentielles, c'est qu'elles ne recouvrent pas le champ de l'éthique. Elles ne permettent pas de déployer l'ensemble de l'activité éthique ou de la pensée éthique. Et notamment parce qu'elles reposent sur le conformisme des individus, c'est-à-dire leur capacité à se soumettre à des normes et à des règles établies. Elles ne leur permettent donc pas d'être créateurs de normes et de faire preuve d'imagination morale. D'autre part, elles ne reposent pas non plus sur quelque chose que M. de Nanteuil a rappelé, c'est le pluralisme moral. Finalement, elles font appel à un type de justification qui est avant tout déontologique, le respect de la règle, alors qu'on a en fait à notre service beaucoup d'autres types de justifications. Ça peut être l'utilitarisme, le conséquentialisme, l'éthique de la vertu, ou bien l'intuitionnisme. Et nous souhaitions penser la recherche responsable d'un point de vue à la fois pluraliste et qui permette l'imagination morale, la création de normes.
Et c'est là que l'innovation responsable, la recherche responsable se déploie comme un concept intéressant. On s'est intéressé à cette idée, donc, dans cet ouvrage, de responsabilité. Qu'est-ce que ça change par rapport au terme éthique ? En philosophie morale, on peut définir la responsabilité de façon très différentes. Nous avons travaillé sur 10 ou 11 acceptions en particulier. Et je ne vais présenter que quelques-unes de ces conceptions. On les a divisées en deux grands groupes. Un premier groupe qu'on a appelé négative parce que ce sont avant tout des conceptions rétrospectives de la responsabilité, où la responsabilité est établie après coup, typiquement les responsabilités légales, l'obligation de réparer des dommages, la responsabilité pénale, la responsabilité comme blâme moral ou légal. Et puis il y a les conceptions positives. Et là, il y a plusieurs domaines importants et approches différentes. On pourrait parler par exemple de la responsabilité comme rôle, lorsque l'on dit qu'un maître nageur a le rôle de surveiller un bassin, eh bien, on attend un certain nombre d'actions, qu'il regarde les personnes qui se baignent, qu'il siffle s'il y a un problème, qu'il plonge s'il y a quelqu'un qui se noie, mais aussi de s'adapter à un incident qui n'aurait pas été prévu au départ dans le cahier des charges. On pourrait parler de la responsabilité comme capacité de réponse, responsiveness, puisque c'est une des exceptions particulières, une des interprétations qu'on peut donner à la responsabilité. Et là, c'est tout un autre champ qui se déploie. On peut faire appel aux théories de la communication, puisque dans répondre, il faut pouvoir entendre le message, le recevoir, le décrypter, l'interpréter, analyser pour proposer un type de réponse. Donc là, vous voyez qu'on va être dans une approche de la responsabilité qui va être très différente. Et puis, on peut aussi concevoir la responsabilité comme vertu. Là encore, Alexei Gribaume nous en a présenté une interprétation avec une idée qu'ils avaient développée avec Christopher Groves de la responsabilité comme souci de, care en anglais. J'en profite pour faire un tout petit peu de publicité. Bernard vous parlera tout à l'heure de la suite de la collection dans laquelle notre ouvrage est paru. J'ai moi-même donc rédigé un livre sur la responsabilité dans l'entreprise, donc plus particulièrement tourné vers l'innovation responsable, où j'essaye d'explorer le potentiel de la responsabilité comme care, comme vertu, comme souci d'eux, où on peut mobiliser l'ensemble des théories de l'éthique de la vertu pour penser la responsabilité. Voilà, je te laisse la parole pour finir la présentation. Parfait, merci. Écoutez, je vais terminer la présentation de l'ouvrage et puis ensuite je terminerai par l'anecdote promise et puis aussi par les remerciements. Je ferai les choses à l'envers. Donc le dernier contrat de cet ouvrage, c'était de dire, bon, il faut aller au-delà de l'ethical compliance, ce qui est de la soft law. Finalement, aucun chercheur dans le monde pour pouvoir, enfin surtout dans les pays européens, mais je sais que c'est même utilisé en Chine, ne peut s'abstraire de ce qu'on appelle des ethical reviews sur ce qu'il est en train de faire. Mais il n'est même pas obligé de réfléchir, il n'est même pas libre, c'est du droit, il est obligé de l'appliquer. Donc deuxième chose, il faut aller au-delà pour faire de l'éthique. Troisième chose, qu'est-ce que c'est que la responsabilité morale? Et on l'a bien expliqué. Mais il y avait une autre chose qui était de dire, ça fait 30 ans qu'on fait des expériences d'évaluation technologique participative. Pour vous donner quelque chose qui est tout à fait actuel, on devra organiser les prochains états généraux de la bioéthique en France l'année prochaine. C'est typiquement un dispositif d'évaluation technologique participatif. Mais ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça fait 30 ans qu'on fait ça, et d'une certaine façon, c'est une façon d'aller dans le sens de l'innovation et de la recherche responsable. Et l'avantage qu'il y a avec ces dispositifs-là, c'est que maintenant, on a même des indicateurs de qualité pour dire, voilà, le débat a été bon en fonction de tel ou tel indicateur. On commence un peu à se poser des questions, savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce genre d'expérience. Et on peut donner à peu près 10 buts de ces expériences-là, parce on s'est d'abord intéressé à savoir comment les faire. Et puis après 10 ans, la Commission nationale du débat public s'est dit « Ah oui, mais pourquoi les faire ?» Et en plus, on a produit plus d'une 50aine de dispositifs. Mais ça ne va pas de soi de passer de l'éthique de la recherche à l'innovation et la recherche responsable et à l'éthique at large. Parce qu'on a des citoyens ordinaires qui devront se prononcer sur ces questions-là. C'est un petit peu de façon théorique la question que j'ai posée à Alexei pendant l'exposé avant. On ne sait pas faire cela, exposer l'éthique des experts à des citoyens et en plus à des expertises pluralistes.
Voilà. Un désavantage collatéral, parce qu'on parle souvent du collatéral de façon négative dans le langage militaire. Le collatéral positif de cet ouvrage, c'était de prouver qu'on peut faire de la recherche de qualité avec des fonds européens. Parce que des fois, on peut en douter quand on voit les projets de recherche européens qui sont des espèces de grands consortiums, ou consortia si vous préférez, à 19 institutions, où il s'agit surtout de diffuser beaucoup les résultats des recherches. Une deuxième chose, c'est que pour vous, pour le comité scientifique, ça a été une expérience éthique grandeur nature. Parce qu'au sein du comité, vous avez dû faire face à la question du conflit d'intérêts. Heureusement, il n'y avait pas 10 membres, mais 11 membres. Mais il y a 3 membres que je connais très bien. Bon, c'est sûr que ces 3 membres n'ont aucun intérêt à me faire obtenir ce prix, mais ils ont dû se poser la question, j'imagine, au sein du comité, et ils s'en sont apparemment très bien sortis. L'autre chose, c'est aussi de dire que finalement, je suis plus content que ce soit un ouvrage écrit à 2 plumes, à 2 voix, plutôt qu'un ouvrage écrit tout seul. Pas simplement pour des questions de responsiveness, puisque il faut pouvoir déjà répondre aux objections du co-écrivain, et ça c'est souvent difficile, mais je trouve que c'est intéressant, ça débroussaille, ça aide beaucoup, mais j'étais très content de le faire avec Sophie, et j'espère qu'elle pourra, parce que maintenant je sais qu'elle est libre comme l'air, pouvoir, soit dans le monde académique, mais aussi peut-être dans le monde de l'entreprise, pouvoir mettre un petit peu, disons, de dur, d'intelligent dans tout ce qu'on appelle RSE. Parce que RSE, c'est formidable, ils ont les indicateurs, ils savent économiquement comment est-ce qu'on peut faire les choses, mais alors si vous cherchez, disons, la robustesse du concept de responsabilité dans la RSE, vous pouvez toujours chercher. Donc il y a un chapitre ici dedans qui pourrait faire avancer la RSE. Ensuite, il y a une autre chose, c'est une bonne nouvelle, c'est que cet ouvrage est déjà traduit en anglais et publié chez Wiley, qui est le 2e plus grand éditeur scientifique au monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est le premier ouvrage. Donc là, vous primez non seulement 2 personnes, mais 2 ouvrages, dont un qui est déjà en anglais. Et la dernière chose, c'est que, bon, vous auriez pu vous mettre en grève, mais vous auriez eu une autre raison de vous mettre en grève, c'est que actuellement, donc la série dans laquelle cet ouvrage trouve sa place, la bibliothèque, elle a déjà 21 ouvrages dans les tuyaux, dont 8 qui sont déjà publiés, et j'ai vu que vous aviez déjà fait la publicité, je vous en remercie, le travail est souvent très très bien fait, enfin toujours bien fait quand Marc s'en occupe, et je ne vais pas vous donner tous les titres, mais ça porte sur la gouvernance réflexive, ça travaille sur une comparaison entre la responsabilité telle qu'elle est comprise dans le monde occidental et dans le monde chinois. Ça s'intéresse à la question du retour à la sagesse des Grecs pour les responsables d'entreprise. Ça s'intéresse aussi à la question de la responsabilité all over the world dans des pays comme par exemple l'Inde. Donc il y a des choses intéressantes là-dessus. Alors je voulais terminer par une anecdote. C'était l'anecdote de la photo. Vous connaissez peut-être, pour ceux qui font de la recherche, un passage obligé des fois dans sa carrière, c'est de passer par un colloque de Cerisy. Et donc, le vendredi soir, l'omelette norvégienne pour le dessert. C'est toujours la même chose. Et donc, il y avait un grand colloque en 1998, j'étais encore thésard, où il y avait une volonté de refonder une sorte de centre de recherche en épistémologie appliquée, le CREA, le feu CREA, pour en faire un gros centre de recherche éthique français. Donc ça a été un flop. Mais il y a un moment donné où il y a eu la photo. Parce que vous savez qu'à Cerisy, au-delà de l'omelette norvégienne, il faut faire la photo. Et tout le monde était très content d'être sur la photo, sauf une personne qui s'appelle Kevin Mulligan, qui est un grand philosophe moral, qui a fini sa carrière, qui était à Genève. Et quand il a commencé son exposé juste après la photo, il a commencé par une citation de Max Scheler. Si une fois vous ne voulez pas perdre de temps et avoir des choses très intéressantes sur les valeurs, je vous recommande Scheler, mais ça commande, bon, c'est comme ça, il paye, il faut des vacances derrière. Et Scheler a tout un chapitre sur la pudeur et la photo. Il y a beaucoup d'impudeur à accepter de se faire photographier.
Bon, voilà, je l'ai accepté pour les biens de la cause. Voilà, je vous remercie encore, les organisateurs et tristes de cela. Merci aussi aux lecteurs, parce que c'est important de publier des livres, mais quand on sait qu'il y a des gens qui l'ont lu, et en plus qui l'ont aimé, c'est encore plus intéressant. Et donc, je vais quitter cette abbaye. Donc, vous savez que c'était une abbaye ici, pour une autre abbaye cet après-midi, celle de Royaumont, où je suis dans un colloque. Et il y a un petit clin d'œil comme ça de la vie. Vous faites les états des lieux de l'éthique et de la recherche aujourd'hui. Les premiers ont eu lieu en 2012. L'un des co-organisateurs à l'époque était un grand laboratoire de recherche en éthique, de sociologie morale. D'ailleurs, j'étais très content que ce soit un sociologue aussi qui soit primé, qui était le Centre de recherche Sens, Éthique et Société. Et bien, il se trouve que l'une des personnes qui avait été invitée, qui s'appelle Dany Rondeau, qui est une professeure d'éthique du Canada, est dans l'autre colloque, c'est tout à fait des questions différentes, c'est sur la question de se mettre d'accord, c'est la revue Négociation qui organise cela, et comme je n'ai pas le don d'ubiquité, eh bien je vais les rejoindre, et donc je quitterai l'abbaye pour une autre. Merci à vous et bon appétit.